Bon, allez, donc là on va revenir à la base de la base. On va juste voir l'écho-anatomie du foie. Donc, anatomiquement, un foie, ça a deux faces. C'est assez étrange, hein, parce que quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup plus que ça. Mais les anatomistes décrivent une face diaphragmatique, donc qu'on peut en fait décomposer en trois parties. Une face antérieure, qui répond principalement à la paroi, une face supérieure qui répond au poumon médiastin, et une face postérieure qui répond principalement au poumon, puisque le cul-de-sac pleural postérieur descend beaucoup plus bas en postérieur qu'en antérieur. Et puis une face viscérale qui est la face inférieure. Elles ont effectivement autant la face diaphragmatique à peu près aucun intérêt et a tout le temps le même aspect, autant la face inférieure pour nous peut être un peu plus trompeuse. Ces faces, on les voit parfaitement quand on fait une coupe échographique. Alors en sagittal à droite, on a la face diaphragmatique qu'on voit ici à la partie supérieure avec la partie antérieure. La partie haute est passée de champ d'exploration et la partie postérieure qui répond effectivement là derrière bien à du poumon. Puis la face inférieure qui répond ici au rein. Si on va un petit peu plus en région gauche, on se retrouve là du coup avec notre face diaphragmatique parfaitement visible, la partie postérieure qui est ici sur la veine cave inférieure, là le médiastin, et la paroi antérieure avec en dessous l'estomac. Et puis si on se met un peu plus en médian, on retrouve la veine cave inférieure, le segment 1, le médiastin, etc. Et on est là plus sur l'autre. Bon, pas de choses particulières. Une chose importante à connaître en termes d'anatomie, c'est les sillons, les 5 sillons, puisque vous allez voir que c'est d'excellents repères anatomiques qui vont vous permettre de localiser les choses dans le foie de façon assez précise. Donc ça c'est une vue du foie comme si on l'avait récliné. On est en vue antérieure et on a soulevé le foie, comme si on avait soulevé un capot. Et donc on voit sa face inférieure. On a ici l'estomac, le pancréas qui sont en position, et puis on a récliné le foie. Et vous voyez les différents sillons. Alors en postérieur, on a un sillon qui correspond à l'incisure de la veine cave inférieure, à droite. À gauche, on a un deuxième sillon qui correspond au canal veineux, ou sillon d'Arensus. En antérieur gauche, on a le passage du ligament falciforme avec souvent de la graisse autour. Ce qu'on voit, on va regarder un peu après, mais ce qu'on voit généralement, c'est pas le sillon, c'est pas le ligament falciforme lui-même. Ce qu'on voit, c'est l'hyperécogénicité de la graisse qu'il y a de chaque côté. On a le sillon qui correspond à la fossette vésiculaire. Ça, c'est tous les sillons antéro-postérieurs. Et puis on a un sillon transverse qui correspond à la bifurcation portale au will. Donc ces 5 sillons, ils sont faciles à repérer en échographie, puisque, vous voyez, sur une coupe transversale, vous avez ici votre veine cave inférieure, donc vous pouvez imaginer un sillon qui est dans la fossette de la veine cave inférieure, le sillon du ligament, le sillon d'Arensus, le sillon veineux. Ici, la branche portale gauche avec le récessus de Rex. On voit que là, on ne voit pas le ligament falciforme. Pourtant, on sait qu'il est là. Hein. Il est à l'extrémité du récessus. Et puis là, la partie haute, le sillon de la fossette vésiculaire. Et puis on a le 5e sillon transversal qui est représenté par la bifurcation portale. Si on descend un petit peu plus bas, on retrouve, pourtant le patient n'était pas bien gros, mais on retrouve un petit peu de gras autour du ligament falciforme qui nous permet de mieux le localiser. Et puis ici, la fossette vésiculaire. On continue dans les rappels anatomiques. On a 3 systèmes vasculaires. Ça, il faut bien s'en rappeler. Ça nous servira un petit peu quand on va faire du Doppler pour un peu mieux comprendre. Et puis en termes anatomiques, ça nous permettra de mieux nous repérer. Donc on a 2 apports, l'artère hépatique et la veine porte, 25-75% à peu près, et un système de drainage que sont les veines hépatiques. On a un système biliaire. Alors, je ne suis pas psychorigide sur le vocabulaire, loin de là. Mais par contre, c'est vrai que quand on parle des régions anatomiques, là, je commence à le devenir, et c'est bien d'employer les bons termes. Sinon, c'est vraiment très, très embêtant, pour rester poli, de lire les comptes rendus quand on ne sait pas de quoi vous parlez exactement. Donc, les voies biliaires intrahépatiques, c'est les voies biliaires qui sont dans le foie et qui ne sont pas les conduits principaux droit et gauche. Sinon, on a les conduits hépatiques principaux droit et gauche, qui sont aussi intrahépatiques dans 90% des cas, pas toujours, mais 90% des cas qui sont intrahépatiques, mais ce n'est pas les voies biliaires intrahépatiques. Après, on a la voie biliaire principale, qui est le segment qui va de la convergence des conduits principaux droit et gauche jusqu'à l'abouchement du cystique. Ensuite, on a la vésicule et le cystique. Et après l'abouchement du cystique, on a le cholédoque. Okay. Or, généralement, dans les comptes rendus, on retrouve à peu près tout, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. C'est-à-dire qu'on parle de cholédoque pour toutes les voies biliaires extrahépatiques, de voies biliaires intrahépatiques pour à peu près tout, de voies biliaires principales pour tout ce qui est au milieu qu'on voit. Bref, on a un petit peu de mal à localiser les choses. Alors,
Vous allez me dire, c'est pas très très important. Les chirurgiens ne sont pas toujours du même avis sur le côté pas important de la chose. Et quand on fait de l'interventionnel, là c'est carrément casse-bonbon parce qu'on ne sait pas exactement où est située la lésion avant d'aller la voir. On va rapidement aborder la segmentation, ça on sera débarrassé. Ce saint graal des anatomistes en hépato. N'apprenez pas la segmentation hépatique si vous n'êtes pas chirurgien hépatique, si vous n'êtes pas radiologue digestif et si vous n'allez pas au staff d'hépato toutes les semaines. Ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est un truc qui va vous prendre de la place dans le crâne pour pas grand-chose, parce que c'est pas très utile. Sachez simplement mettre une lésion dans le foie droit ou dans le foie gauche, décrire précisément l'endroit où elle est, si vous ne connaissez pas son segment, par rapport au repère que je vais vous donner tout à l'heure, et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas capable de mettre un chiffre, je m'en fous. Voilà. Par contre, il faut connaître les repères. Si effectivement vous allez au staff toutes les semaines, c'est mieux, parce que ça va faciliter un peu la discussion. Donc, les repères à connaître, oula, tout a sauté en termes de mise en page. Il faut savoir repérer les 3 veines hépatiques, le plan de la bifurcation portale, donc le plan de la branche droite et gauche, le ligament falciforme, la vésicule biliaire, le huile, le sillon veineux et la veine cave inférieure. Pour ça, c'est des trucs, voilà, généralement au bout de quelques mois, on est assez habile pour repérer toutes ces structures et donc on peut se débrouiller. Donc une fois qu'on a repéré tout ça, bien, on peut segmenter sans aucun souci. Puisque le lobe hépatique gauche, c'est ce qui est à gauche du ligament falciforme, ou à gauche de la veine sushépatique gauche. Donc voici ici, sur une coupe transversale qui passe par la branche portale gauche, ben, tout ce qui est rouge et vert là, c'est le lobe gauche. Avec en antérieur et inférieur le segment 3, en postérieur et supérieur le segment 2. Alors, rappelez-vous que les segments inférieurs sont en fait inférieurs et antérieurs, et que les segments supérieurs sont supérieurs et postérieurs. En fait, le plan, il n'est pas parfaitement horizontal. Alors effectivement, nous, on le voit horizontal parce qu'on prend le plan de la bifurcation portale, ça nous va bien, c'est facile. En fait, il n'est pas tout à fait anatomiquement, il est légèrement oblique en bas et en arrière, donc tout ce qui est supérieur et postérieur et tout ce qui est inférieur et antérieur. Le lobe hépatique droit, même à cette heure d'hypoglycémie avancée, c'est bien évidemment tout ce qui est à droite du ligament falciforme et tout ce qui est à droite de la veine sushépatique gauche. C'est un truc assez simple, c'est pile poil l'autre côté. Là, vous avez tous les segments 4, 5, 6, 7, 8. On va les revoir un petit peu en détail. En latéral droit, vous avez le secteur latéral droit, comme son nom l'indique, avec en bas le 6, en haut le 7. Donc vous vous mettez sur la veine sushépatique, moi je me mets dessus, en fait. Normalement c'est ce qui est à droite de la veine sushépatique, ces deux secteurs. Pour vous repérer, quand vous êtes en longitudinal, le mieux c'est, une fois que vous avez bien repéré votre veine sushépatique droite en longitudinal, vous êtes sûr que vous êtes dessus, et tout ce qui va être à droite, ça va être votre segment 6 et 7, avec en haut le 7, en bas le 6. Okay. Le paramédian, c'est celui qui est coincé entre veine sushépatique médiane et veine sushépatique droite. Okay. Celui-là, il est assez facile à repérer avec en bas le 5, en haut le 8. En bas le 5, pour se repérer, il est facile, c'est celui qui est à droite de la vésicule biliaire. Celui qui est juste à droite de la vésicule biliaire, c'est le 5. Le 4, c'est celui qui est entre les veines sushépatiques gauche et médiane. Facile, c'est celui qui va tout en haut. Alors, il y en a qui vont vous le vendre en 4, en 9 en haut, en 4A, en 4B. Au bout d'un moment, comme vous n'êtes pas sûr que celui à qui vous vous adressez connaisse le code, il risque de se méprendre. Donc 4 parties basses, 4 parties hautes, c'est plutôt pas mal. Là, tout le monde comprend. Il est assez facile à repérer parce qu'il est effectivement entre les veines sushépatiques et devant, on le reverra un petit peu parce que c'est un segment particulier, il est coincé juste devant le huile. Bon, voilà, vous avez repéré tout le monde. Donc le segment 1 qui est particulier, enfin particulier parce qu'il est un peu plus difficile d'accès, particulier parce que chirurgicalement il n'est pas toujours aussi simple que ça, et particulier parce que du fait de sa vascularisation particulière, notamment sushépatique, il va avoir un comportement différent dans plein de pathologies, notamment dans toutes les pathologies diffuses où on va avoir une atteinte hépatique. Généralement le segment 1 va lui être préservé. Donc il est intéressant à repérer, donc il est assez simple, il est
à droite du ligament veineux, du sillon d'Arancius, juste en arrière de la bifurcation portale, devant la veine cave inférieure, il peut même complètement l'entourer, ce n'est pas toujours le cas. Alors, le bord droit, par contre, est anatomiquement extrêmement précis. En termes d'échographie, ce n'est pas toujours facile à repérer, puisque le bord droit est en regard de la partie gauche de l'origine de la branche portale postérieure droit. Voilà, ça c'est la définition. C'est pas forcément le truc qu'on repère le plus facilement. Hein. Donc vous avez la branche portale droite, ici. Vous avez l'antérieure droite, et puis ici vous avez l'origine de la postérieure droite, et juste en regard de l'origine de la postérieure droite, vous tracez un trait et vous avez la fin du segment. Hein. Très empirique. Hein. Oui. Alors, je vais vous en parler après, des positions des sondes. Parce que le problème, c'est que moi, je ne connais pas de position de sonde en échographie. C'est un truc que je ne sais pas bien faire. Alors, je vais vous en faire parce que vous en voulez, donc je vous en filerai à la fin. Mais moi, une coupe transverse, c'est une tranche de saucisson. Okay, une coupe sagittale, c'est comme ça. Une coupe frontale ou coronale, c'est comme ça. Voilà. Alors, effectivement, la coupe axiale, vous ne l'avez jamais. C'est impossible de faire un axial pur en échographie. Ou alors, il faut que vous arrachiez les côtes de votre patient. Mais sinon, il n'y a pas de soluce. Donc en fait, vous faites toujours un truc axial un petit peu oblique comme ça pour être entre les côtes si vous arrivez à passer par devant, ou alors vous êtes un axial un peu récurrent parce que vous glissez en dessous. Voilà, on est d'accord. Ça, c'est de l'axial. C'est sans doute de l'axial un peu récurrent parce que j'ai dû, pour rester à peu près droit, j'ai dû aller me glisser dessous. Quoi. Donc c'est vrai qu'anatomiquement, on définit des choses qui ne sont pas forcément accessibles en échographie. On est bien d'accord. Alors, on va regarder un petit peu maintenant là, ce qu'on peut voir en termes de vascularisation dans le foie. Donc, on se rappelle, 2 apports, artère hépatique, ça représente 25 à 30% du flux porte, et 2 tiers par la veine porte, 1 tiers qui viennent de la veine splénique et 2 tiers de la veine mésentérique supérieure. Rappelez-vous qu'un système porte, par définition, il y a d'autres systèmes porte dans le corps humain. L'hypophyse est un très beau système porte. Un système porte, c'est un système vasculaire qui est coincé entre 2 réseaux capillaires. Et donc, par définition, c'est un système pour lequel on n'a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès périphérique à un système porte. Si vous rentrez par une veine ou une artère de la périphérie, vous n'accéderez jamais dans le réseau porte. C'est impossible, il faut traverser un capillaire. Donc, le seul moyen d'y rentrer, c'est d'y rentrer en ponction directe. Et un système de drainage, par les 3 veines sus-hépatiques, et il est important de se rappeler qu'elle se jette dans la veine cave inférieure sans aucune valvule, et se jette tout de suite dans l'oreillette droite, même pas 1 centimètre, sans aucune valvule non plus, bien que sur certains bouquins d'anatomie, il en existe une. Cette particularité d'apport vasculaire, il faut bien la garder en mémoire, parce que comme vous avez 2 tiers de veineux, vous allez avoir une compliance extrêmement importante. Le réseau veineux, c'est un truc qui peut se distendre de façon énorme. Et donc, vous allez pouvoir faire des réserves à droite, à gauche, et donc vous allez pouvoir modifier votre flux porte de façon considérable, des échelles de 1 à 5. Ça peut énormément varier. Ce d'autant que vous en avez en plus 2 tiers qui viennent du réseau mésentérique. Donc, en fonction de comment va fonctionner le tube digestif, s'il bosse pas, vous allez aussi avoir une variation énorme de votre flux veineux. Donc, vous allez avoir d'immenses variations. Donc, quand on va parler de quantification du flux veineux, il faut tous qu'on se mette d'accord sur quand est-ce qu'on le fait. C'est à quel moment. C'est après la choucroute ou avant la choucroute. C'est allongé, c'est debout, c'est en inspiration forcée, parce que tout ça, ça va modifier énormément vos données. Dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'adaptation de la balance vasculaire. On a une balance qui fonctionne, c'est-à-dire que si vous faites varier votre débit porte, vous allez avoir une variation du débit artériel. Si vous augmentez le débit porte, après manger, par exemple, vous allez avoir une diminution du débit artériel. Donc vous allez avoir des résistances artérielles qui vont être augmentées, donc qui vont être faussement pathologiques. Mais ça marche que dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans l'autre sens, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'adaptation du flux porte à une modification du flux artériel. Le plus bel exemple pour les chirurgiens, c'est que si vous faites un nœud sur l'artère hépatique, il ne se passe rien. Et pour les radiologues, si vous allez boucher complètement l'artère hépatique, il ne se passe rien. Strictement aucune modification du débit portal. Donc, le reflet anatomique de la vascularisation qu'on a. Donc d'abord, il y a
la morphologie toute simple. Donc, comme vous aimez bien les chiffres, je vous en donne. Moi, je les aime pas, donc j'aime bien les transgresser. La veine porte, je considère qu'à partir de 12 mm, je commence à soulever un sourcil, à me dire que c'est possiblement pas normal. Mais bon, après, c'est toujours pareil, je vous le répéterai plusieurs fois au cours de ces 3 jours. Si votre patient il mesure 2,10 m et qu'il fait 130 kg, il peut avoir une veine porte qui fait 14 mm de diamètre, ça ne sera pas choquant. Inversement, si c'est une petite mamie de 80 ans qui mesure 1,45 m, à 11 mm, déjà, c'est pathologique. Hein. Donc, bon, il faut garder un petit peu de raison. L'artère hépatique, on considère qu'elle doit faire moins de 5 mm. Bon, généralement, comme notre pixel, il fait déjà 1 mm, vous en mettez un de chaque côté et vous voyez la marge d'erreur. Et les veines sus-hépatiques, on considère qu'elles doivent faire moins de 5 mm à 2 cm de la veine cave inférieure. Mais là, le nombre de variations d'abouchement des veines sus-hépatiques est tel que ça vaut quand même pas grand-chose dans les veines sus-hépatiques. C'est vraiment encore la valeur la moins fiable. Rappelez-vous qu'en inspiration bloquée, vous augmentez le calibre des vaisseaux veineux. Vous pouvez faire l'expérience. Si vous n'êtes pas trop vieux, parce que si vous êtes trop vieux, à mon âge, ça marche beaucoup moins bien, mais si vous êtes jeune, prenez votre tronc-porte ou votre veine sus-hépatique, mesurez-la tranquillement, puis après faites à fond, puis vous bloquez. Il y a un petit valsalva. Vous allez voir votre tronc-porte à la vitesse et votre veine sus-hépatique à la vitesse à laquelle ils vont augmenter de calibre. Donc, comme quand on débute, on fait tous pareil. Hein. Tous c'était pareil. On met la sonde là, parce que c'est là où on se sent le plus à l'aise, en sous-costal, et on demande aux patients de faire gonfler, 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 bloquer. Là, c'est pas forcément la meilleure incidence pour aller mesurer les vaisseaux. Hein. Donc, les vaisseaux, morphologiquement, le contenu doit être transsonore. Alors, transsonore, méfiez-vous, parce qu'avec nos appareils, il est normal de voir des choses à l'intérieur hein, maintenant. Hein. Effectivement, on voit les éléments figurés du son qui se déplacent. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu de grisou à l'intérieur, mais votre grisou, il doit se déplacer. Quand c'est grisou et que ça ne se déplace pas, ça s'appelle un thrombus. Bon, c'est ça. La vascularisation, il y a un truc qui marche bien, c'est que c'est harmonieux, hein, la vascularisation du foie. C'est assez radiaire, ça se dirige soit vers la veine cave inférieure, soit vers la convergence, et c'est assez harmonieux. Si vous commencez à avoir des vaisseaux comme ça, là, des trucs, c'est pas normal d'avoir des trucs qui sont tortueux. Il n'y a pas de vaisseau tortueux à l'état normal dans un foie. Hein, voilà, tout est très... Il n'y a pas de refoulement, il n'y a pas de courbe. Tout va droit et tout converge. Voilà, donc méfiez-vous. Ça, par exemple, c'est un très beau rendu Osler et c'est facile à voir parce que dès qu'on met la sonde dessus, il y a un truc qui choque. Les vaisseaux ne sont pas comme d'habitude. Normalement, vous voyez la veine porte partout, hein, de son origine, veine mésentérique supérieure, veine splénique, on voit rarement la veine mésentérique inférieure. Tronc porte, branche gauche, branche droite, vous pouvez l'analyser et les segmentaires, vous les voyez. Vous pouvez analyser les segmentaires sans problème et les décrire si ça vous fait plaisir. Les veines sus-hépatiques, c'est pareil, on les voit sur tout leur trajet, hein. On les voit vraiment très très en périphérie. L'artère hépatique, par contre, on la voit dans le pédicule. Alors on la voit tronchéliaque, c'est bien du tronchéliaque, ou artère mésentérique supérieure, si on doit bien. Dans le pédicule, on la voit. Après, rien que les droites, les gauches, déjà vous ne les voyez plus. Le seul moyen que vous avez pour les voir, c'est de les voir au Doppler. Regardez les segmentaires à gauche, bon ça c'est la branche portale gauche. Voilà, quand on met le Doppler, en réglant sa PRF, sa fenêtre correctement, son échelle de vitesse correctement, vous voyez qu'on arrive à allumer le segmentaire du 4, segmentaire du 3 et du 2, sans problème. Je suis un petit peu en pointillé, mais il faut vraiment utiliser le Doppler, parce qu'en noir et blanc, vous ne voyez rien du tout. Alors, les petites choses à faire, la veine porte. Rappelez-vous que quand vous faites une mesure, il faut que vous ayez un angle entre votre faisceau incident d'ultrason et votre vaisseau qui soit le plus près de 0 possible. Voilà, le plus simple, c'est le plus près de 0 possible. Jusqu'à 60 degrés, ça vous donne des mesures qui ne sont pas trop variables. Pas trop. Hein. Mais quand même se rappeler que plus on s'éloigne de 0, et plus les mesures deviennent franchement variables. Au-delà de 60 degrés, on commence à dire un grand n'importe quoi, avec une belle application. Donc, quand vous faites un abord anatomique, vous essayez souvent d'être par voie antérieure, et on voit très très bien le tronc-porte par voie antérieure, parce que là, du coup, on a un faisceau incident qui est à 90 degrés, et c'est là où on a le plus de réflexion des ultrasons. Donc c'est là où on a la meilleure image. Hein. Quand vous êtes à 90 degrés d'une structure, vous avez des beaux interfaces et vous voyez bien. Par contre, en Doppler, c'est nul. Donc il faut bien vous rappeler que si vous voyez bien, généralement, il y a un truc, si vous voyez bien, si vous avez une belle image en noir et blanc, ça ne va pas forcément être très bon pour le Doppler. Et inversement,
Le Doppler, l'image en noir et blanc, vous vous en foutez, c'est pas votre problème. Ce que vous voulez, c'est faire des mesures Doppler. Donc les deux vont pas forcément très bien ensemble. Donc globalement, pour voir bien votre trompe-porte, la voie épigastrique, c'est pas mal, hein, si vous voyez bien. Généralement, vous arrivez à le voir en plus relativement bas. C'est plutôt pas mal. Par contre, si vous voulez mesurer des vitesses dans votre trompe-porte, allez le chercher par voie intercostale. Là. Vous allez le voir au moment où il arrive vers vous. Au pire, vous prendrez l'origine de la branche portale droite, ce qui, est exactement qui a exactement les mêmes valeurs. Et là, vous serez très proche de 0. Donc voilà. L'abord latéral droit, c'est pas mal à l'intercostale. Vous voyez, vous vous retrouvez avec des angles qui sont extrêmement faibles. Alors les vitesses, la vitesse moyenne normale doit être supérieure à 10 cm par seconde. Après, ça dépend un peu du gabarit, du personnage et de ce qu'il a mangé. Moi, quand je n'ai pas mangé depuis 8 heures du soir, et que le matin, je me fais une échographie pour tester un truc, je ne suis pas à 10 cm par seconde, je suis à 8 ou 9, je suis vraiment très bas. Voilà. Si vous avez qu'un signe, ça ne vaut rien, c'est ça plus autre chose. On le reverra quand on fera la cirrhose vendredi. Pardon. Voilà, en dessous de 10-12, vous pouvez commencer à regarder un petit peu, voir s'il y a autre chose. En dessous de 10, vous pouvez commencer à vous dire que c'est bizarre, c'est quand même franchement bas. Et la vitesse maximale, que je préfère, je trouve que le plus faible doit être supérieur à 18 cm par seconde. Voilà, tant que vous êtes au-dessus de 18, vous vous en fichez, c'est tranquille. En dessous de 18, commencez à regarder s'il n'y a quand même pas autre chose. Alors, quelques petites choses, quelques petites variantes. La veine porte, elle peut être un peu pulsatile, comme ça, il ne faut pas s'inquiéter, ce n'est pas une fistule artérioportale. Elle est pulsatile parce que l'artère, elle est au contact, et donc elle vient taper dessus. Voilà. Et donc, si vous êtes un petit peu pusillanime, ou chez les gens qui ont des artères un petit peu en calcium, ça a tendance à taper, donne cet aspect-là. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est normal. Et puis, vous pouvez avoir un flux yin-yang dans le système porte quand vous êtes en coupe axiale, enfin l'axiale qu'on peut faire, quoi. Vous avez souvent ça. Si vous êtes perpendiculaire à l'axe de la veine porte, voilà, ça vous avez souvent ça, ce qui est normal puisque rappelez-vous que le flux de la mésentérique et le flux de la mésentérique supérieure et le flux de la splénique, ils vont arriver à 90 degrés. Hein. Ils vont rentrer comme ça à 90 degrés sur le tronc porte. Et comme les flux sont laminaires, donc pas turbulents, par définition, ils ne vont pas avoir tendance à se mixer tout de suite, ils vont être chacun de leur côté, et donc on va avoir un petit peu comme si le flux de la splénique venait s'enrouler autour du flux de la mésentérique supérieure, et donc quand vous êtes pile poil en perpendiculaire, vous avez ce flux qui monte en tourbillonnant comme ça, là, en tournant sur lui-même en volute, et donc vous avez l'impression qu'il y en a un qui vient vers vous et l'autre qui s'éloigne de vous, et ça vous donne cette espèce de flux yin-yang. Et dès que vous quittez un petit peu l'axe perpendiculaire, vous ne le voyez plus, il faut vraiment être pile poil perpendiculaire pour l'avoir. Alors les veines sous-hépatiques, le flux que vous devez recueillir, il est triphasique. Alors ça, c'est un truc qui est super sensible à l'inspiration forcée. Hein. Toute inspiration bloquée, c'est mort. Hein. Vous lui recollez tout sur un flux monophasique. Hein. Donc il faut vraiment... Alors ça, c'est facile à repérer. Hein. En intercostal, vous avez la veine sous-hépatique droite, elle est juste là, sous votre nez. Au début, essayez de faire une apnée courte, en position indifférenciée. Et enregistrer 2 cycles, il ne faut pas faire ça. Hein. Ça, c'est juste pour le cours. Hein. Le truc où on s'amuse à enregistrer 5 ou 6 cycles à suivre. Vous avez besoin de 2 cycles pour faire votre analyse, voire 1. Puis quand vous aurez l'habitude, en fait, moi, on fait même plus d'apnée. En fait, on essaie de se mettre dans un endroit où les mouvements respiratoires se font dans l'axe de notre tir de faisceau. Puis comme ça, on les voit et on arrive à avoir un cycle ou 2 propres. De toute façon, on ne veut pas des choses merveilleuses, on ne fait pas de quantification. La seule chose qui nous intéresse, c'est d'avoir ça, là. C'est de voir que c'est bien triphasique et de bien avoir l'onde de reflux. Donc l'onde de reflux, elle est due à la systole auriculaire. Hein. Elle est due à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les veines sous-hépatiques, elles sont tout de suite dans la veine cave inférieure, et que la veine cave inférieure, elle est dans l'oreillette droite quasiment. On est à 5 mm, 10 mm au maximum de l'oreillette droite, et que quand on a une systole auriculaire, on a un reflux dans la veine cave inférieure, et donc un reflux dans les veines sous-hépatiques. C'est normal. Et comme les veines sous-hépatiques sont normalement compliantes, un peu, votre foie il n'est pas dur, hein, il est un peu mou, ça va accepter un certain reflux, ça va se distendre un peu, et vous allez avoir ce petit reflux. Alors, l'artère hépatique, je vous donne les 2-3 informations, mais il faut vous rappeler que ce n'est pas du tout de la pratique quotidienne. On étudie l'artère hépatique dans des conditions très particulières, les patients greffés, les patients avec un rendu ossellaire, et puis ça doit être tout. Hein, le reste, après, c'est de la recherche clinique, mais on ne s'amuse pas à le faire tous les matins. Donc c'est un spectre biphasique.
On a un flux diastolique, c'est une faible résistance. L'index de résistance, il est généralement supérieur à 0,6, 0,6, 0,7. La vitesse max, ça se promène aux alentours de 1,5 m par seconde. Et il y a un truc que j'aime bien regarder, moi, c'est le temps d'ascension systolique. Je trouve ça c'est assez facile à mesurer. Ça dépend de pas grand-chose. Et je trouve que c'est un bon indicateur. Quand il est bas, je m'inquiète toujours. Donc généralement, quand il est haut, je veux dire, je m'inquiète toujours. Il doit toujours être inférieur à 0,08 secondes. Ça, c'est facile à faire. Donc sur un spectre, voilà, vous prenez votre spectre artériel et puis vous mettez en bas de la systole, en haut de la systole, et là votre machine elle vous donne le delta de temps. Et voilà. C'est mieux que ce soit en dessous de 0,08. Au-dessus, il faut se demander si votre patient n'est pas en train de vous faire un truc pas catholique. Alors, quelques coupes de base, parce que ça, c'est les coupes de base. Ça vous obsède, les coupes de base. Un truc important, deux trucs importants. Un, il faut être assez systématique, je pense, dans son examen. Pas obsessionnel, hein, mais systématique. C'est-à-dire regarder les choses toujours à peu près dans le même ordre. Ce qui vous évitera d'avoir des espèces de scotomes sur les trucs que vous n'arrivez pas à voir. Parce que quand on fait dans tous les sens, les machins qu'on n'arrive pas à voir, au bout d'un moment, on ne les regarde pas. Hein. Ça c'est un truc, c'est super simple. Donc si on est assez systématique, ben, quand on n'a pas vu, on dit ah ben oui, je vois pas, je vois pas, je vois pas. Et on sait que ça, on ne l'a pas vu. Parce que pas vu, c'est important. Hein. Pas vu, c'est différent de normal. Donc, prenez le plan que vous voulez, mais collez-vous à un plan. Et puis la deuxième chose, c'est soyez à l'aise avec l'anatomie pour être sûr d'avoir tout exploré, tout cherché. Pas forcément tout vu, mais tout cherché. Et pas forcément, j'ai pas vu le foie gauche parce que j'arrivais pas à faire une voie sous-xiphoïdienne, une voie transversale. On fout si vous l'avez vu en intercostal, si vous aviez suffisamment de puissance et qu'en intercostal droit à 15 cm, parce que c'était un petit gabarit, vous voyez le foie gauche, ben vous avez le foie gauche, en fichier. Ce que vous voulez, c'est voir une structure. Et mettez-vous dans... voilà, faites-vous un plan. Moi, je regarde toujours le foie gauche d'abord, puis après, je regarde le segment 1, puis après, je regarde le 4, puis après, je file complètement à droite, je vois le 6, et puis après, je remonte pour essayer de voir le reste. Je suis toujours la même chose sur mon parenchyme. Puis je regarde mes vaisseaux aussi toujours de la même façon. Puis j'ai des copains qui font l'inverse. J'ai même un copain, c'est marrant, il regarde le parenchyme à travers les vaisseaux. C'est rigolo. Il part de la veine porte, et puis il fait tronc porte, branche droite, et puis il fait les segmentaires, et quand il est sur le segmentaire, il regarde le segment. Puis il regarde ces segments comme ça, en temps systématisé à partir de la vascularisation. Faites-vous le plan que vous voulez, mais faites-vous en un. Donc, les classiques, la sagittale, foie gauche, celle-ci, elle est facile, elle est toujours quasiment toujours faisable. En appuyant un peu, on arrive généralement à virer l'estomac quand même, sauf s'il a mangé une choucroute complète à midi, suivie en dessert d'un cassoulet, mais sinon ça passe. Donc, vous avez le bord antérieur, la partie antérieure de la face diaphragmatique qui répond à la paroi, en haut qui répond au médiastin, en postérieur qui répond au poumon, vous avez un petit bout de branche portale gauche. Après, vous glissez discrètement, toujours en pédicule, vers la gauche, et vous allez tomber sur la branche porte, l'artère hépatique qui croise, vous allez avoir un bout on doit être dans du segment 4, là, vraisemblablement. C'est pas facile de se repérer sur ces coupes toutes faites, là. Moi, je suis un peu perdu. Si vous continuez à aller vers la droite, et surtout que vous inclinez un petit peu votre sonde pour vous mettre dans l'axe, vous l'inclinez vers la droite pour vous mettre dans l'axe du pédicule hépatique, ben vous allez dérouler tout votre tronc porte, avec devant votre voie biliaire principale et puis votre artère. Et puis si vous continuez à glisser à droite, vous allez tomber sur la vésicule biliaire. Puis si vous allez plus à droite, vous allez attraper votre veine sus-hépatique droite, et puis vous allez commencer à voir le rein, puis vous allez finir par le rein. Puis il ne faut surtout pas vous arrêter là. Parce qu'effectivement, quand on fait des coupes transverses, au début, c'est marrant, on est tous pareils, hein, mais toc, toc, j'ai fait telle coupe, ok, c'est bon, c'est vu. C'est la cata, parce que là, si vous arrêtez là, vous avez raté 2 ou 3 bons centimètres de foie droit, là. Et dans les 2 ou 3 bons centimètres de foie droit, il peut avoir toutes les pathologies qu'il veut, hein, le monsieur ou la dame. Donc effectivement, une fois que vous êtes là, il faut bien aller sortir complètement de votre foie pour être sûr que vous n'avez rien raté. Alors, les classiques, la transverse récurrente, pour choper les veines sus-hépatiques, les 3 veines sus-hépatiques, vous redescendez un petit peu à droite. Dès que vous allez descendre, vous allez perdre la gauche. Hein. Vous descendez un petit peu, vous allez un peu vers la droite et vous allez récupérer les 2 autres. Là, il vaut mieux leur demander de faire une inspiration forcée pour bien les attraper. C'est pratique pour voir le parenchyme. Moi, j'aime bien celle-là. J'aime bien parce que ça me permet de corréler après à ce que je vois en intercostal.
Et comme je fais beaucoup d'exploration là, généralement je ne demande pas beaucoup aux patients de gonfler les poumons. Et à part mon point d'entrée là à gauche, en sous-xiphoïdien, je vais rarement en sous-costal. Je préfère tout faire en inter. Parce qu'en inter, c'est joli. On a juste les cônes d'ombre qui nous emmerdent, mais généralement, il y a une belle anatomie. C'est beau. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il faut juste se la reconstruire dans sa tête parce qu'elle est un peu biscornue, l'anatomie. Mais sinon, c'est plutôt pas mal. Quand vous descendez, vous allez tomber sur la bifurcation portale avec la droite, la gauche, la segmentaire du 3, la segmentaire du 2, petit bout de 4, etc. La veine cave inférieure. Vous allez repérer tout le monde. Et puis vous allez finir avec la vésicule biliaire en transversale. Alors la vésicule biliaire en plus en sous-costal, c'est moche. Hein. Honnêtement, c'est pas beau parce que vous êtes emmerdé par le tube digestif, ou alors vous leur demandez de gonfler, mais si vous leur demandez de gonfler, en fait, ce que vous faites, c'est que vous allez écraser votre vésicule biliaire sur le tube digestif qui est en dessous. C'est vraiment pas bon. Hein. Allez la prendre, même en intercostal haut à la limite, devant, là, comme ça, antérieur, vous allez être mieux. Voilà, donc la morale de l'histoire, en termes de radioanatomie, c'est que les coupes de base ne vous donnent qu'une vision très parcellaire du foie. Donc, faites-les si ça vous rassure, mais ne faites pas que ça, parce que sinon vous allez rater ce qu'il y a au-dessus du plan des veines hépatiques, vous allez rater à gauche ce qu'il y a à la pointe du foie gauche, vous allez rater ce qu'il y a en secteur latéral droit, voilà, vous allez rater plein de trucs. Et puis il y a des endroits que de toute façon vous n'arrivez pas à voir, parce que le sous-costal, chez le pléthorique, toujours accroché pour l'avoir. Donc c'est à vous d'être à l'aise avec la natte et d'être à l'aise avec votre petite main pour vous trouver toutes les voies possibles. Honnêtement, le foie, c'est un des organes où il est exceptionnel de ne pas réussir à tout voir. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que généralement, vous vous démerdez pour trouver des voies d'abord où vous verrez tout. Après, reconnaître tout, c'est une autre paire de manches. Mais reconnaître toutes les structures anatomiques qu'on a vues, mais tout voir, on peut. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Suite des événements avec moi vendredi.